tous et bienvenue autour de votre grande table. Il met en avant la valeur du soin avec nous dans la grande table des idées. Aujourd'hui, l'auteur de Un philosophe à l'hôpital qui paraît chez Flammarion. Guillaume Durand s'est rendu en effet au chevet de l'hôpital public en crise et des soignants particulièrement éprouvés après une année et demie de pandémie. Mais d'abord, Patrick Zachman est notre premier invité à la veille de l'ouverture de Paris Photo et à l'occasion de la sortie surtout de son ouvrage Notre-Dame, histoire d'une renaissance chez Bayard. Membre de l'agence Magnum depuis 30 ans, le photographe est le premier à avoir été autorisé à suivre la rénovation du chantier de la cathédrale après l'incendie des 15 et 16 avril 2019. En parallèle, il revient sur une vie de photographe, de rencontres et de voyages dans une exposition qui débutera le 2 décembre au musée d'art et d'histoire du judaïsme avec un livre Voyage de mémoire à la clé pour accompagner cette rétrospective. La grande table. Olivia Gesbert. 2 livres à l'honneur, Voyage de mémoire, coédité par l'atelier EXB, les éditions Xavier Barral et Le Mage, pour accompagner, je le disais, cette rétrospective qui commencera début décembre. Et un autre, Notre-Dame, histoire d'une renaissance, publié chez Bayard. C'est un livre hommage d'un photographe à tous ceux qui se sont penchés au chevet de la cathédrale, à tous ceux qui s'attachent à lui rendre sa splendeur, dit l'auteur du prologue, le général en charge de ce chantier de sécurisation et de rénovation de la cathédrale. Bonjour Patrick Zachman. Bonjour. Le 15 avril 2019, un incendie se déclare à Notre-Dame de Paris. Il va durer près de 15 heures. Où étiez-vous, vous, ce soir-là? Est-ce que vous avez vu, de vos yeux vus, avec votre appareil photo, le feu consumer la charpente, puis la flèche en direct? Oui, tout à fait. En fait, j'étais déjà sur mon scooter, à vrai dire, parce que je circule toujours en scooter. Il va falloir passer au vélo, vous savez. Oui, je sais. Et j'y pense. Et puis, voilà, quand j'ai appris qu'un incendie s'était déclenché à Notre-Dame, en fait, j'ai foncé. J'ai eu ce réflexe, quoi. Et puis, je me suis retrouvé sur le pont de la Tournelle, assez tôt, mais il y avait déjà évidemment les flammes, il y avait déjà des touristes, des Parisiens sur le pont, et heureusement j'ai toujours un petit appareil photo avec moi, et donc j'ai commencé à prendre des photos, j'ai même aussi filmé, et j'étais témoin même de la chute de la flèche. Et c'était ce 15 avril 2019, je crois qu'il va rester un peu dans ma mémoire comme un moment fort, comme d'autres, parce que j'ai assisté à ce spectacle quand même assez épouvantable et en même temps très émouvant, parce qu'il y avait des gens sur place qui étaient tétanisés, certains pleuraient, certains priaient pour les croyants. Et ce que je dis toujours, si j'avais pas été là, à ce moment-là, je me serais jamais engagé dans cette aventure, en fait, et dans ce désir et curiosité d'aller voir à l'intérieur et de suivre le processus de ce chantier hors norme. 2 mois après, vous y retournez le 25 juin. Vos premières photos portent les traces de suie, de poussière, de gravats que vous allez trouver sur ce chantier au cœur de Notre-Dame de Paris où vous vous êtes rendu. Mais quelles sont les traces que vous ont laissées ces premières images live, justement, dans votre mémoire photographique? Vous évoquiez celle de ces visages de désolation. C'est avec ces images-là que vous vous rendez sur place 2 mois après? Oui, alors évidemment, il y a eu, comme vous dites, ce laps de temps qui s'est écoulé, qui a été le temps, en fait, de la réflexion, parce que moi, j'ai toujours besoin de temps avant de m'engager dans un projet personnel qui, des fois, prend des années. Et puis, il y a eu le temps de monter le projet et d'avoir les autorisations. À l'époque, c'était le ministère de la Culture. J'arrive, et ce 25 juin, le matin, on avait rendez-vous avec quelques personnes du ministère de la Culture, avec un responsable du chantier, et voilà, et on rentre dans la cathédrale, et ça, c'est un grand moment, parce que j'attendais ça.
Et je garde en tête, en fait, surtout le silence. Le silence qui était vraiment très, très présent dans la cathédrale. Je me souviens aussi évidemment du tas de gravats, de poutres calcinées, des pierres. C'était quand même un spectacle assez déprimant, mais en même temps, il y avait les chaises des fidèles qui étaient là, et les bancs restaient intacts sur place. Bon, plus loin dans la nef, mais ça, c'était assez étonnant. Et ça, c'est la première image qui va vous saisir, hein, celle des chaises restées en place qui laisse imaginer, racontez-vous, les fidèles présents avant l'incendie, traces ou images de ce spectacle de la désolation. Ce silence, comment on en rend compte en images? En radio, j'imagine bien, mais en photo? Ah ça, en fait, oui, c'est peut-être un des défis de la photographie, mais moi, en fait, j'aime bien, c'est ce que je dis souvent, en fait, dans la photographie, il y a plein de choses que j'aime pas. Enfin, je trouve qu'on a la photographie a ses limites, mais en même temps, ce que j'aime bien, c'est son silence, en fait, le silence de la photographie. Quelquefois, on a envie d'aller au-delà, de montrer du hors-champ. C'est pour ça d'ailleurs que j'écris. J'écris pour parler de tout ce que je photographie pas, ou que j'ai pas pu photographier ou pas voulu photographier, où je fais même des fois des films en cinéma, mais pour amener le son. Mais la force de la photographie, je trouve que c'est son silence. Et finalement, je trouve que la photographie est forte dans ce qu'on peut pas dire avec les mots, dire avec les paroles, le son, et finalement, elle retransmet bien les non-dits, l'invisible en fait aussi. Tout ce qui est pas, moi c'est ça que j'aime bien en fait aussi, c'est ce défi-là, hein, c'est de montrer ce qui n'est pas forcément visible. Ça peut paraître paradoxal, mais je suis pas un photographe non plus qui va forcément vers le plus spectaculaire a priori. Alors des fois, je le croise parce que l'incendie c'est spectaculaire, ce chantier est spectaculaire, mais c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. J'aime bien les choses cachées, voilà. Et là, l'invisible, c'est quand même cette part de sacré, indomptable, qui se dégage de cette cathédrale en feu, que vous allez tenter de saisir après via sa reconstruction. Pourquoi cet incendie a été, d'après vous, Patrick Zachman, un tel traumatisme collectif, que l'on soit chrétien ou pas, et je ne dévoile rien en disant que vous êtes juif. On va reparler après de toute cette enquête que vous avez fait autour de votre propre judéité. Qu'est-ce qui fait que ça a dépassé cela, nos appartenances confessionnelles, notre foi, et que cette cathédrale en feu, c'est quoi à vos yeux? Un monument finalement qui dit aussi beaucoup à travers sa destruction de notre besoin à tous de sacré. Je crois que pour les croyants, bien sûr, c'était un moment extrêmement fort et qui compte pour eux en tant que croyants, parce que c'est un monument qui est sacré, qui est spirituel, etc. Mais pour les non-croyants, dont je fais partie, je crois qu'il y a deux raisons. Il y a une raison qui est celle du traumatisme des Parisiens suite aux nombreux attentats terroristes islamistes dont on a été victime, et que on l'oublie peut-être ou on le sait pas, mais quand on était devant la cathédrale ce 25 avril 2019, moi j'avais en tête quand même, en plus j'ai été documenté le Charlie Hebdo, l'Hypercacher, ensuite le Bataclan, enfin voilà, donc j'avais tout ça en tête, et à ce moment-là, on ne savait pas si c'était un incendie criminel, terroriste, ou bien juste un incident. Et moi, je me souviens, je me suis dit, oh non, pas encore, quoi. Et alors, il y a ce traumatisme-là. Et après, il y a ce que représente la cathédrale, qui, je pense, est au-delà du monument gothique, formidable, qui est merveilleux et tout. Je crois que c'est symboliquement un repère. C'est un repère identitaire même,
C'est-à-dire que ça représente Paris, ça représente La France, symbole national, disent certains. Exactement, Ouais. voilà. Les touristes, il y a des millions de touristes qui viennent chaque année. Donc je crois que symboliquement, c'est ça aussi qui s'est écroulé. Et c'est pour ça qu'il y a eu un élan aussi incroyable, autant national qu'international, de donateurs, pour reconstruire en fait ce symbole. Voilà, je crois que c'est pour ces deux raisons. C'est l'aventure humaine que vous avez eu envie de raconter aussi, Patrick Zachman, depuis les premiers pompiers appelés à éteindre le feu, ce combat de titan jusqu'aux petites mains de la restauration, de la reconstruction, les ouvriers artisans, le savoir-faire des compagnons, les architectes aussi, qui ont pensé à cette reconstruction. On va écouter à ce sujet les mots de Paul Chemetov, architecte. Il était l'invité il y a 2 ans de la Grande Table. Comme citoyen, comme parisien, comme architecte, comme, disons, homme impliqué dans la culture de son temps, cette question ne m'indiffère absolument pas. Mais le dernier état connu, c'est celui que lui a donné Viollet-le-Duc. Si Notre-Dame était parvenue jusqu'à l'incendie, c'est grâce à la reconstruction du Viollet-le-Duc qui a fait un autre bâtiment que celui d'origine. La flèche est une invention du Viollet-le-Duc. Faut-il en faire un concours international de gyrophares d'hiver ? Non. La question qui se pose, elle concerne tout le monde, c'est qu'est-ce que nous voulons de ce symbole ? Et il est bien certain que les dommages, on le voit quand on passe devant, les dommages causés par l'incendie sont bien plus graves que ce qui était apparent au soir de l'incendie. Paul Chemetov, architecte, à propos de ce travail de reconstruction et de cette question qui s'est beaucoup posée, notamment juste après l'incendie, de savoir s'il fallait, pour la flèche ou pour la charpente et pour le reste, reconstruire à l'identique. On voit dans le travail, et c'est intéressant, des artistes, des ouvriers, des compagnons que vous avez photographiés à l'œuvre. Je pense notamment à ce vitrail qui est en train d'être retravaillé, restauré par la main d'un peintre verrier, Charles-Laurent Maréchal de Metz. Cette œuvre qui était de lui, ce vitrail de lui, restauré par la main là de l'ouvrier peintre. Ce qui est intéressant, c'est de se demander, est-ce qu'ils ont voulu lui apporter leur patte ? Et on a l'impression que tous se sont rangés dans l'idée de respecter l'œuvre originelle. Je ne sais pas si tous... bien sûr, les restaurateurs ou la restauratrice... Là, c'est Emma. Emma en l'occurrence, qui est sur la photo dans ce livre, et qui est en train de restaurer effectivement un détail d'ailleurs d'un vitrail. Eux, je pense qu'ils ne se posent pas la question. Ce sont des restaurateurs ou les historiens. Bon. Mais après, parmi tous les compagnons, les architectes, les archéologues, etc., qui travaillent sur le chantier, je pense qu'il y a les deux. Je pense qu'il y a certains qui n'auraient pas été mécontents de voir une flèche différente, un geste contemporain. Et puis d'autres qui bataillaient pour que ça soit à l'identique. Voilà. Bon, ça a fait débat. Voilà, on en a pas mal parlé. Maintenant, la décision a été prise, c'est à l'identique. Voilà, pourquoi pas. En tout cas, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Toutes les opinions sont, à mon avis, respectables là-dessus. Mais comme disait justement l'architecte Paul Chemetov, c'est vrai que Viollet-le-Duc, lui, a été moderne en fait en construisant la flèche. Il n'a pas respecté. Voilà, c'était déjà un geste contemporain et qui a été. Ça fait débat aussi à l'époque. Donc on aurait très bien pu imaginer un geste contemporain pour aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a marqué, vous, Patrick Zachman, dans le travail de ces artisans sur cette cathédrale ? Ce travail à la fois collectif, et chacun était à sa tâche aussi. Ouais. Ce qui m'a marqué, surtout au début, c'est l'élan d'enthousiasme, de passion et de fierté
en fait, de faire partie de ce chantier et quelque part de l'histoire, parce qu'il savait que c'était un chantier historique et qu'il marquait l'histoire. Et donc ça, c'était formidable. Ça l'est encore, hein, parce qu'ils sont tous tout autant passionnés, mais au début, c'est incroyable, la concentration. C'est ça aussi qui me marque mais encore aujourd'hui, hein, la concentration de ces compagnons, de ces échafaudeurs, de ces cordistes, des charpentiers. C'est tout juste, des fois, c'est tout juste s'ils me remarquent en train de faire des photos. Bon, maintenant, ils me connaissent, mais voilà, ils sont vraiment à leur travail, à leur mission. Et comme vous l'avez dit, c'est-à-dire que ce chantier, c'est une aventure humaine. C'est vraiment un rassemblement, une concentration des meilleurs savoir-faire français. Et si c'était pas le cas, si c'était pas une aventure humaine, moi, ça ne m'intéresserait pas. Parce que je suis pas un photographe, entre guillemets, patrimonial. J'ai toujours aimé photographier les gens. C'est tout ce que j'ai fait. Et voilà, c'est ce qui m'intéresse. Même si aujourd'hui, c'est vrai que je pratique le reportage un petit peu différemment. J'ai fait aussi tout un reportage sur les nouvelles fouilles de Pompéi il y a quelques années. Maintenant, c'est Notre-Dame. Bon, mais ça reste à chaque fois un reportage quand même aussi sur les gens. Et on le voit à travers ces photos, notamment aussi de la restauration du Grand Orgue. Alors il a été, on a reçu ici aussi l'organiste, un des organistes du Grand Orgue de Notre-Dame de Paris, qui racontait comment l'instrument a été miraculeusement rescapé de cet incendie. Il a quand même fallu en partie le démonter pour le nettoyer. Et c'est fascinant la question des échelles, hein. Vous qui travaillez sur l'humain, de voir la mesure et la démesure, à la fois le travail de précision de ces femmes et de ces hommes sur chaque partie de ce bâtiment. Tout est monumental à Notre-Dame de Paris, hein. Les échelles sont complètement folles, hein. Oui, absolument. Et pour l'orgue, c'est aussi un des moments forts. Enfin, il y en a eu plein, mais c'était un des moments forts parce que c'est impressionnant. En plus, on voit cet orgue depuis la cathédrale de l'intérieur, mais on voit les grands tuyaux, mais on ne voit pas tout ce qu'il y a derrière. Et il faut savoir que là, pour la restauration de cet orgue, ils ont démonté 8000 tuyaux. C'est pas rien. Et moi, ce qui m'a fasciné, là, en particulier, c'est d'aller derrière et de découvrir les coulisses de cet orgue. C'est ça que j'ai particulièrement aimé. Et c'est vrai que l'échelle de ce chantier est gigantesque, et surtout, d'ailleurs, quand... Moi, je vais souvent là-haut, soit tout en haut de la tour à grue, qui fait 90 mètres, et puis ou dans des nacelles à l'époque où ils ont démonté et démantelé l'échafaudage qui avait brûlé, qui a été ça une étape incroyable. En fait, on voit tout aussi d'en haut. Et les touristes, par exemple, qui sont en bas, sont tout petits, les ouvriers aussi. Donc c'est aussi effectivement cette échelle qui rend ce chantier et ce travail impressionnant. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert. Invité jusqu'à 12h30, le photographe Patrick Zachman, pour évoquer notamment ces photos de la rénovation de la cathédrale Notre-Dame, photos publiées dans un beau livre qui paraît chez Bayard, Notre-Dame, histoire d'une renaissance, et qui sont aussi en partie présentées tout autour de l'édifice en ce moment à Paris, et à l'occasion aussi d'une exposition qui va s'ouvrir au musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris, Voyage de mémoire, signé Patrick Zachman, c'est-à-dire le récit de presque 40 ans maintenant de photographie, de voyages aussi, de rencontres pour vous, Patrick Zachman. En un mot sur cette question des ruines que vous avez commencé à évoquer, avec vos images, qu'est-ce que vous avez cherché là, sur Notre-Dame notamment, à sauver des ruines ?
Je pense que c'est d'essayer de garder la mémoire de ce qui a disparu, en fait, tant qu'on peut le faire. La photographie est vraiment liée directement à la mémoire. Et donc, comme on l'a dit tout au début, c'est un symbole fort de l'identité des Parisiens, de la France, etc. Donc, c'était une façon de vouloir conserver, archiver ces moments d'histoire. C'est intéressant, je vous propose d'écouter juste les mots de l'historien et archéologue Alain Schnapp. Il est l'auteur d'une histoire universelle des ruines. Peut-être avez-vous vu passer ce vaste ouvrage au Seuil. Et il fait le lien sur cette tension mémorielle, justement, qui se joue au sein de la ruine. Et sur ce lien entre le travail peut-être que vous faites, vous, d'archéologue et du photographe, les similitudes. La ruine n'existe que dans cette tension mémoriale. Et cette tension peut s'exprimer sous diverses formes. Ce qui m'a frappé en relisant l'ensemble des textes qui nous viennent de l'Antiquité, c'est que le modèle d'Oradour, le modèle un peu différent des camps, est lié à l'idée d'une pétrification. Après la dernière violence exercée, après que les feux se soient éteints, un paysage de désolation s'ouvre, et là, la tension normale, ou la tradition normale, consiste à reconstruire. Et quelqu'un, des groupes, des poètes, des architectes, disent attention avant de toucher à ce qui était le lieu de la violence. Et la décision prise à Oradour de garder le village dans son état et de le reconstruire ailleurs est quelque chose qui obsède l'humanité depuis très très longtemps. Voilà, là, avec Notre-Dame de Paris, on n'a pas gardé les choses en état. Après cet incendie, le choix a été fait de reconstruire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec la photographie, et à Oradour, ce travail-là a été fait aussi de photographie, de films, il y a peut-être aussi pour vous l'envie de restaurer cette mémoire, de se dire que de la disparition, d'autres choses peuvent émerger. Et c'est peut-être ça le lien qui peut exister aujourd'hui pour vous, Patrick Zachman, entre l'archéologue et le photographe, entre ces deux démarches-là. Oui, justement, j'allais en parler. C'est-à-dire que, en fait, c'est au Chili, quand je travaillais sur un film et puis sur un reportage que j'ai fait au Chili sur les disparus, après la dictature de Pinochet. Et j'ai rencontré une archéologue médico-légale qui passait sa vie et son temps à chercher les ossements, les traces des disparus. Et en fait, j'ai vu une similitude assez forte entre les archéologues, d'une façon générale, et nous, photographes, parce que finalement, on cherche à faire ressurgir, rejaillir une histoire, l'histoire, une vérité qui a été, pour X raisons, souvent cachée, ou mise au secret, dans l'ombre. On la remet en lumière. Et la photographie, elle a ce processus en elle. C'est-à-dire que quand on prend une photo, en fait, la photo, elle disparaît. Elle disparaît, elle est extrêmement fugitive et elle disparaît, elle devient passé. Ce moment devient passé et ce moment ressurgit au moment de la révélation, c'est-à-dire avant le numérique et au moment quand on avait des vrais films, dans le révélateur, quand moi je révélais mes photos, l'image réapparaissait et il y avait vraiment une apparition, une révélation. Et je trouve que ce processus disparition, apparition, renaissance, il y a ce point commun entre les archéologues et les photographes. Et ce livre, d'ailleurs, c'est un travail dans la histoire. mémoire, mais c'est aussi un travail dans le temps, parce que vous qui avez tellement voyagé, il y a quelque chose du voyage dans le passé, à travers des siècles d'histoire. Vous l'évoquiez pour Pompéi, ce qui est autre chose, mais on le voit aussi avec Notre-Dame, avec on se dit que c'est impossible aujourd'hui de ne pas voir dans le travail de ceux qui bossent en ce moment, celui des premiers bâtisseurs aussi. Ça raconte cette histoire commune. Vous travaillez
pour le moment, ai-je cru comprendre aussi, sur la restitution des œuvres au Bénin. Là, quel travail vous faites comme photographe ? Alors oui, effectivement, j'ai suivi tout le processus avant la restitution des 26 œuvres qui sont qui étaient au musée du Quai Branly et qui ont été spoliées en fait durant la colonisation au Bénin, française au Bénin. C'est pareil, c'est toujours un travail de mémoire et peut-être de restitution aussi d'ailleurs, de restitution aux gens. Moi j'aime bien la photographie parce que elle garde la mémoire, mais aussi elle restitue. Moi j'aime beaucoup donner des photos aux gens, ça me fait vraiment très plaisir. Et avant je faisais des petits tirages que j'envoyais même en Chine, en Afrique. Je sais que on n'est pas nombreux à l'avoir fait à l'époque, mais moi ça m'importait, ça m'importe toujours. Maintenant je le fais avec des mails, je prends à Notre-Dame, tous les gens quasiment que j'ai photographiés ont eu des photos, et là au Quai Branly c'est pareil, parce que moi j'aime bien, je trouve que la photographie c'est on prend quelque chose, on prend des photos, on prend quelque chose aux gens. Vous aimez aussi les restituer. Et j'aime bien les restituer, j'aime bien redonner quelque chose. Oui, c'est un travail aussi toujours sur le temps long que vous menez. Ici, c'est le temps long de la restitution de ces œuvres qui ont été prises à un moment et qui vont revenir au Bénin. C'est aussi ce travail d'aller-retour que vous avez fait toute votre vie de photographe avec des pays où vous avez été, où vous êtes retourné, et notamment c'est le cas de la Chine. J'invite ceux qui nous écoutent à se replonger dans l'ouvrage So Long China où vous avez rassemblé textes et photos depuis 1982 de cet œil que vous avez posé sur la Chine et où on peut voir toutes les transformations qui étaient déjà à l'œuvre de ce qu'est en train de devenir la Chine sur la scène géopolitique et aussi à l'intérieur. Une dernière question à vous poser, Patrick Zachman. Vous êtes pour les Chinois l'œil d'un long nez. Est-ce que vous continuez à l'être aujourd'hui partout où vous passez ? Oui, parce que le long nez pour les Chinois, c'est l'occidental, c'est l'étranger en fait, c'est l'outsider. Et moi, je pense que la force des photographes, c'est justement qu'on est des fois à l'intérieur, in and out, on est à l'intérieur, mais on reste à l'extérieur, on passe. Et c'est cet œil un peu frais, distant aussi, qui permet de garder, enfin oui, une distance critique aussi. Et je trouve ça important aujourd'hui, surtout avec tout ce débat sur l'inclusion, sur est-ce qu'un blanc peut photographier des noirs, est-ce que finalement, ou des Chinois, est-ce qu'ils peuvent photographier des blancs, et vice-versa. Moi, je trouve que c'est très important qu'on garde justement cet œil extérieur. Voilà, donc c'est tout. Cette part d'identité aussi commune. Ouais. Merci mille fois à vous, Patrick Zachman. Notre-Dame, histoire d'une Renaissance, c'est chez Bayard. Et à voir à partir de décembre cette exposition donc au Musée d'art et d'histoire du judaïsme avec ce beau livre coédité par l'atelier Xavier Barral, Voyage de mémoire. Merci. Merci à vous.